La chute des Carolingiens, un vide de pouvoir en Europe centrale. Bien avant les châteaux tonitruants et les grandes batailles de l'Allemagne médiévale, il y avait un royaume qui paraissait inébranlable, et pourtant s'est effondré bien plus vite que prévu. Les Carolingiens, héritiers du puissant empire de Charlemagne, tenaient autrefois fermement entre leurs mains les fils de l'Europe. Mais au milieu du IXe siècle, ces fils commencèrent à se rompre, laissant l'Europe centrale dans un silence dangereux et incertain. Et dans ce silence, tout bascula. Avant d'aller plus loin, petit rappel, visons les 1000 mentions « j'aime » sur cette vidéo. Cela aide à continuer de raconter ces histoires. Et oui, c'est aussi important que les intrigues que nous allons découvrir. L'empire de Charlemagne, qui s'étendait de l'Atlantique à l'Elbe, paraissait éternel. Son règne se caractérisait par de grandes ambitions, unir les terres, promouvoir l'apprentissage et tisser profondément les liens entre l'Église et l'État. Mais comme tout empire qui s'étend trop, des fissures apparurent. Quand son fils Louis le Pieux prit la relève, l'empire commença à chanceler. Dévot et savant, mais indécis, il eut du mal à équilibrer les loyautés familiales avec les exigences d'un immense territoire. Son règne mit en lumière un problème qui entrait l'Europe pendant des décennies. Les querelles de succession pouvaient fragiliser même les dynasties les plus puissantes. À la mort de Louis, ses fils se regardaient déjà avec méfiance. L'empire fut découpé par le traité de Verdun en 843. Tout à coup, ce qui avait été une force unique et puissante se fragmenta en Francie orientale, occidentale et médiane. La Francie orientale, qui correspond grosso modo au cœur de l'Allemagne actuelle, se retrouva au centre d'un vide politique. Aucun dirigeant ne pouvait prétendre à une autorité incontestée. Les nobles, les évêques et les comtes prirent soudain une influence que Charlemagne n'aurait jamais imaginée. D'une certaine manière, cette période prépara les tensions futures entre rois et princes et annonçait déjà le pouvoir secret des électeurs qui apparaîtrait des siècles plus tard. Ce vide de pouvoir n'était pas seulement politique, il se faisait sentir jusque dans la vie quotidienne. Les seigneurs fortifiaient leurs domaines, tandis que les paysans goûtaient pour la première fois à l'instabilité des autorités. Les alliances se formaient et se brisaient aussi vite que l'éclair. Souvenez-vous plus tard quand nous parlerons de la rivalité entre les Hohenstaufen et les Welfs. Les racines de ce conflit dynastique se trouvent dans ces luttes précoces pour le contrôle. Les familles s'accomplirent vite que le pouvoir dépendait autant de la ruse et des alliances que de l'héritage. Et comme nous le verrons, certains chefs ambitieux tels Otton III tentèrent plus tard de recoller ces morceaux, avec plus ou moins de succès. L'effondrement de l'autorité centrale attira aussi des ennemis extérieurs. Les Vikings, les Magyars et les Sarrasins testaient les frontières de la Francie orientale, mesurant la fragilité des défenses locales. Sans empereur fort pour organiser la protection, beaucoup de régions durent compter sur des milices locales et des forteresses qui étaient construites à la hâte, un thème qui reviendra quand nous parlerons des châteaux de conquête. D'une certaine manière, ces décennies chaotiques qui suivirent la chute des Carolingiens furent comme un laboratoire pour la politique médiévale. Les nobles apprirent à négocier le pouvoir, les villes commencèrent à cultiver leur indépendance, et les germes des institutions germaniques durables furent semés en silence. L'histoire de la chute des Carolingiens est plus qu'un récit de dirigeants faibles et de terres fracturées. C'est un rappel que même les empires les plus puissants ne sont solides que si leurs dirigeants savent gérer l'ambition humaine. Et c'est dans ces vides laissés par leur absence que commence réellement le drame de l'Allemagne médiévale. Les échos de ce vide de pouvoir résonnent dans chaque bataille, intrigue et révolte que nous allons explorer dans cette série. Alors, installez-vous confortablement et laissez ces récits du haut Moyen-Âge se dérouler. Pensez à ceci, les empires naissent et s'effondrent, mais l'ambition humaine, les conflits et les intrigues, cela, ça ne disparaît jamais. Et allez, atteignons ce cap des 1000 mentions « j'aime ». C'est un petit geste de soutien qui garde ces histoires vivantes et vibrantes. Le pouvoir secret des électeurs, faiseur de rois dans l'ombre du trône. On pourrait croire qu'un roi, assis sur son trône, gouvernait son royaume avec une puissance absolue. Mais dans l'Allemagne médiévale, ce n'était souvent qu'une polie illusion. Le vrai pouvoir ne reposait pas toujours sur la tête couronnée, mais dans les mains d'un petit groupe, les princes électeurs. Ce n'étaient pas des nobles ordinaires, c'étaient les faiseurs de rois, ceux qui décidaient qui porterait la couronne et qui repartirait les mains vides. Leur influence, faite de politique, d'ambition et de manœuvres discrètes, a façonné le Saint-Empire romain germanique pendant des siècles.
Bien avant le couronnement d'un empereur, des alliances se tramaient à voix basse derrière les portes des châteaux. Les électeurs, au nombre de 7 après la bulle d'or de 1356, avaient ce privilège extraordinaire, choisir le roi. 3 étaient des chefs ecclésiastiques, les archevêques de Mayence, Cologne et Trèves, et 4 des princes séculiers, le roi de Bohême, le comte palatin du Rhin, le duc de Saxe et le margrave de Brandebourg. Ensemble, ils détenaient un pouvoir capable de faire ou de briser un règne avant même son commencement. Mais leur puissance n'était pas faite de simples armées ou d'impôts. Un roi avait besoin d'eux pour asseoir sa légitimité. Cela signifiait que flatteries, cadeaux et concessions politiques devenaient la monnaie courante. Les négociations pouvaient durer des mois. Les promesses circulaient comme des cartes dans un jeu à haut risque. Certains empereurs l'ont appris à leurs dépens. Otto III, par exemple, a voulu centraliser l'autorité de l'Empire, mais sans l'appui des électeurs. Ses ambitions se sont heurtées à une résistance constante. Preuve que même couronné, un souverain pouvait être paralysé par ses mains invisibles. Les électeurs n'influençaient pas seulement la succession, ils pesaient aussi sur les décisions bien après le couronnement. Un empereur qui en froissait un seul risquait rébellion, sabotage économique ou retrait du soutien militaire. Ils pouvaient faire pencher les décisions en faveur de leur territoire, imposer des compromis fiscaux ou placer des hommes à eux dans l'Église. L'empereur devenait ainsi une figure fragile, constamment équilibrée sur l'approbation de ses grands électeurs. La vie féodale, avec ses seigneurs, ses vassaux et ses loyautés brutales, se mêlait donc sans cesse à la grande politique de la couronne, et leurs choix faisaient sentir leurs effets jusqu'aux plus humbles paysans. La religion se mêlait étroitement à tout cela. Les archevêques n'étaient pas seulement des guides spirituels, mais aussi des stratèges politiques protégeant l'influence de l'Église. Les rivalités entre princes séculiers et évêques dégénéraient parfois en véritables conflits, mais autour de la table électorale, ils étaient partenaires pour maintenir l'équilibre fragile du pouvoir impérial. Ce système pouvait sembler chaotique, mais il empêchait avec une efficacité surprenante qu'un seul souverain domine totalement l'Allemagne. Et bien sûr, l'intrigue n'était jamais loin. Derrière les portes closes, les promesses étaient rompues, les alliances changeaient, les complots naissaient, rappelant les épisodes ultérieurs d'assassinats et de trahisons qui secouèrent l'Empire. Même l'essor des villes comme celle de la Ligue hanséatique fut indirectement influencé, car électeurs et empereurs devaient négocier impôts, droits commerciaux et protection militaire. Chaque décision des électeurs envoyait des ondes dans toute la société, des paysans aux princes, et marquait les réponses aux crises comme la peste noire ou les violences des mercenaires. En fin de compte, le pouvoir des électeurs reposait sur une autorité discrète mais redoutable. Ils n'avaient pas toujours besoin d'armées ni d'étendards. Un signe de tête, une poignée de main ou un silence calculé pouvaient changer le destin de l'Empire. Leur héritage nous rappelle que l'histoire n'est pas faite seulement de rois et de batailles, mais aussi de forces invisibles, de gens qui tirèrent les ficelles en coulisses et qui ont souvent plus façonné le cours des événements que ceux sous les projecteurs. Alors, la prochaine fois qu'on imagine un roi médiéval régnant en maître absolu, il faut se souvenir des électeurs, qui guidaient l'Empire en silence, leur influence résonnant à travers les siècles de l'histoire allemande, bien avant que les États modernes ne centralisent vraiment le pouvoir. La rivalité entre les Hohenstaufen et les Welf, des dynasties en guerre. Si vous pensez que l'Allemagne médiévale se résumait à des rois en armure brillante et des villages endormis, détrompez-vous. Une guerre se préparait et elle n'a pas seulement secoué les champs de bataille. Elle a déchiré des régions entières, remodelé des alliances et poussé les gens ordinaires à se demander qui détenait réellement le pouvoir. Je parle de l'affrontement légendaire entre les Hohenstaufen et les Welf, 2 dynasties dont la querelle allait marquer la politique allemande pendant des décennies. Ce n'était pas une simple dispute familiale, c'était une lutte pour l'âme même du Saint-Empire romain. Tout a commencé à la fin du XIe siècle, alors que l'Empire cherchait encore ses repères après la chute des Carolingiens et la montée des Ottoniens. Le pouvoir en Allemagne n'a jamais été simple. Les rois étaient censés régner, mais les princes et ducs avaient aussi leur propre croc. C'est là qu'entrent en scène les Hohenstaufen, une dynastie déterminée à imposer l'autorité impériale, et les Welf, nobles tout aussi ambitieux qui n'avaient fait aucune intention de se soumettre. Leur rivalité n'était pas seulement politique, elle était profondément personnelle. Mariage, querelles de terre, revendications au trône, tout alimentait un brasier qui allait brûler pendant des générations. L'une des étincelles les plus célèbres
éclata après la mort de l'empereur Henri IV. Les Welfs soutinrent un prétendant, les Hohenstaufen un autre. Soudain, tout l'Empire ressemblait à un échiquier où évêques et ducs déplaçaient des pions, cavaliers et tours, sauf que des vies humaines en payaient le prix. Villes et châteaux prenaient un parti pour une famille ou l'autre, changeant parfois de camp selon la tournure des événements. Et ce n'était pas seulement des batailles d'épée, c'était aussi des batailles d'influence, avec des chefs religieux, des mercenaires et même de simples habitants entraînés dans le tumulte. D'ailleurs, souvenez-vous de la rivalité ultérieure entre l'Église et l'État. On en voit déjà un exemple ici. Les deux dynasties avaient besoin de la bénédiction du pape pour légitimer leurs prétentions, transformant l'autorité religieuse en arme. Les Hohenstaufen, en particulier Frédéric Ier Barberousse, furent implacables. Ils voulaient centraliser le pouvoir, repousser les princes rebelles et affirmer la domination impériale en Italie et dans tout l'Empire. Mais les Welfs, solidement installés en Bavière et en Saxe, refusèrent d'être écartés. Les batailles éclataient, les territoires étaient assiégés et les mariages politiques se transformaient en pièges stratégiques. Ce n'était pas si éloigné des intrigues que l'on verra plus tard avec assassinats, empoisonnement et conspiration pour le trône. Les graines étaient déjà semées, et le peuple, pris en plein feu croisé, il payait les impôts, fournissait des soldats et parfois se rebellait. C'est un sombre rappel. Pendant que les dynasties luttaient pour la gloire, les Allemands ordinaires vivaient dans une incertitude permanente. Cela prépare aussi le terrain pour les futures révoltes paysannes et les problèmes de mercenaires. Ces querelles ont façonné une culture où le conflit était normalisé et où le pouvoir restait toujours négociable. Finalement, cette rivalité a façonné la structure même de l'Empire. La tension entre autorités centrales et princes locaux est devenue une caractéristique essentielle de l'Allemagne médiévale. Les Hohenstaufen pouvaient bien pousser leurs ambitions impériales, mais les Welfs veillaient à ce qu'aucun empereur ne règne sans contrepoids. Ce bras de fer résonne encore dans les événements ultérieurs. Les tentatives de centralisation d'Othon III, l'essor des villes libres de l'Empire, ou encore les mariages des Habsbourg des siècles plus tard. Chaque tournant de cette histoire nous rappelle que l'Allemagne n'était pas un simple royaume, mais une mosaïque de forces rivales, toutes décidées à laisser leur empreinte. Quand la poussière retomba, l'Empire en sortit à la fois fracturé et transformé. Les châteaux restèrent comme symboles de conquête, les villes avaient se goûté à l'autonomie, et l'équilibre entre roi et prince avait changé pour toujours. La querelle des Hohenstaufen et des Welfs fut bien plus qu'une dispute de famille. Elle devint un modèle de la politique allemande médiévale, montrant comment l'ambition, la loyauté et la rivalité pouvaient façonner une nation entière. Et en avançant dans le temps, on retrouve des échos de cette guerre jusque dans les élections impériales ou les bouleversements de pouvoir liés à la peste noire. L'Allemagne n'a jamais été simple, et ces deux dynasties en ont fait la preuve. Leur affrontement est une histoire brutale, complexe et fascinante, et ce n'est qu'un chapitre de la grande saga de l'Allemagne médiévale. Les ambitions d'Otton III, centralisation ou excès. En l'an 997, un jeune empereur monta sur un trône à la fois impressionnant et dangereux. Otton III n'était encore qu'un adolescent quand il hérita du Saint-Empire romain, mais sa vision dépassait tout ce que l'on pouvait imaginer. Certains le voyaient comme un génie, d'autres comme un rêveur. Beaucoup murmuraient qu'il visait bien au-delà de ce qu'un roi mortel pouvait oser. Mais que cherchait-il vraiment à accomplir? Était-il un centralisateur voulant instaurer l'ordre ou un dirigeant qui dépassait ses limites au risque de tout perdre? Otton avait grandi dans l'héritage de Charlemagne et de son père, Otton II. Il avait compris que le pouvoir d'un souverain ne résidait pas seulement dans les armées ou les titres, mais aussi dans le symbolisme, la religion et la subtile danse avec les puissants nobles. Contrairement à ses prédécesseurs, Otton III croyait en un empire chrétien uni, qui dépasserait largement l'Allemagne pour inclure l'Italie, et même influencer la papauté elle-même. Ce n'était pas une ambition banale, c'était presque spirituel. Il imaginait un empire reflétant la gloire de la Rome antique, mêlant autorité sacrée et pouvoir séculier. Mais fusionner ces deux mondes n'était pas chose facile, et les princes allemands, ces mêmes acteurs de l'ombre que nous avons déjà vus, n'avaient aucune envie de céder leur autonomie. L'un des gestes les plus audacieux d'Otton fut son implication directe auprès de la papauté. Il ne voyait pas le pape comme un rival, mais comme un allié, une clé pour renforcer sa vision impériale. Il alla même jusqu'à voyager en personne à Rome, une entreprise risquée vu la politique turbulente de la ville.
Le pape de l'époque, Grégoire V, n'était lui-même qu'un adolescent, et Otton sut utiliser son influence pour obtenir son soutien. Cela fonctionna, du moins temporairement. Mais en Allemagne, cette approche choqua. Les princes locaux détestaient voir un empereur plus préoccupé par Rome que par leur propre terre. Certains jugeaient sa centralisation nécessaire, d'autres la considéraient comme un abus de pouvoir. Les ambitions d'Otton ne s'arrêtaient pas aux alliances religieuses. Il réorganisa l'administration, cherchant à réduire le pouvoir des ducs indépendants et à imposer l'autorité impériale sur des territoires éloignés. Il nomma des évêques et des responsables loyaux, préférant leur fidélité aux liens féodaux traditionnels. Cette démarche annonce déjà les luttes ultérieures entre la couronne et les princes, que nous verrons plus clairement avec la rivalité Hohenstaufen-Welf. En réalité, les réformes d'Otton peuvent être vues comme une première étape dans des siècles de tensions autour de la question. L'Allemagne devait-elle être gouvernée par un pouvoir central fort ou rester un patchwork de principautés semi-indépendantes? Mais l'ambition a un prix. L'obsession d'Otton pour Rome et ses rêves impériaux laissaient parfois l'Allemagne vulnérable. Des révoltes éclataient, et l'immensité de l'Empire était difficile à contrôler sans la présence directe de l'empereur. Certains nobles, enhardis par son absence, testèrent les limites, tandis que ses réformes alimentèrent le ressentiment. Pourtant, il y avait quelque chose de presque poétique dans sa vision. Ce jeune souverain essayant de ressusciter la grandeur de la Rome antique au cœur de l'Europe médiévale. Un rêve à la fois inspirant et dangereusement idéaliste. Otton III mourut jeune, à seulement 22 ans, laissant derrière lui un héritage encore discuté aujourd'hui. Était-il un brillant réformateur, un visionnaire cherchant à unifier l'Empire, ou bien un exemple des dangers de la démesure dont les ambitions trop hautes se heurtèrent aux réalités de la politique médiévale? Dans tous les cas, son règne s'inscrit dans la continuité de fils que nous avons déjà observé. La lutte pour l'autorité après la chute des Carolingiens, le pouvoir subtil des princes et électeurs, et les tensions entre Église et État qui allaient marquer l'Allemagne pendant des siècles. L'histoire d'Otton nous rappelle que l'histoire n'est pas seulement une suite de batailles et de dates, mais aussi une histoire d'idées, de rêves et d'équilibre fragile entre vision et réalité. Sa vie montre comment l'ambition peut faire avancer un royaume, mais aussi comment elle peut déclencher des conflits qui résonnent bien après la mort d'un souverain. Et à travers ces récits de l'Allemagne médiévale, souvenez-vous d'Otton III, un jeune empereur dont les rêves ont peut-être dépassé sa portée, mais dont l'imagination a laissé une marque indélébile dans l'histoire. Les révoltes paysannes, quand ceux d'en bas rugissaient contre ceux d'en haut, le bruit de pas martelant des champs boueux, le fracas d'outils agricoles transformés en armes, les cris lointains de seigneurs pris de panique. Ce n'était pas une bataille entre chevaliers et rois, mais entre paysans et ceux qui les dominaient. Dans l'Allemagne médiévale, la vie n'était pas faite que de châteaux, de couronnes et de politique impériale. Pour la majorité, survivre signifiait un labeur sans fin sous des obligations écrasantes. Pourtant, de temps en temps, ceux qui labouraient à la terre trayaient les vaches et subissaient les impôts féodaux se soulevaient, rappelant aux puissants que la base pouvait bel et bien rugir. Et avant d'aller plus loin, un petit rappel. Si ces récits vous plaisent, pensez à cliquer sur « J'aime ». Nous visons le millier de mentions pour continuer à faire revivre l'histoire. La vie des paysans était dure. La plupart étaient liés à la terre, cultivant des champs qui nourrissaient à peine leur famille, tout en payant de lourdes redevances et impôts à leurs seigneurs. Les obligations féodales n'étaient pas des suggestions, elles étaient imposées sous la menace de la violence. Si un seigneur exigeait du travail, le paysan obéissait. Si un impôt augmentait, il n'y avait guère d'autre choix que de payer. Le système n'était pas toujours uniforme. Certains seigneurs étaient cruels, d'autres un peu plus justes, mais le déséquilibre de pouvoir restait flagrant. On pourrait croire qu'un tel quotidien forgerait une résignation silencieuse, mais l'histoire raconte autre chose. Les vagues de révolte les plus célèbres culminèrent avec la guerre des paysans de 1525, mais des soulèvements avaient éclaté bien avant. Les paysans organisaient des réunions secrètes, rédigeaient des listes de doléances et cherchaient même à faire valoir leurs droits au nom de la coutume. Ils réclamaient des loyers plus justes, un allègement des punitions arbitraires et la liberté face aux obligations les plus oppressives. Et quand les négociations échouaient, ils marchaient, torches à la main, fourches levées, ils affrontaient les seigneurs qui les avaient écrasés toute leur vie. L'image est frappante. De simples villageois sans armes défiant des chevaliers en armure, des communautés entières unies face à des siècles de hiérarchie.
Bien sûr, ces révoltes n'aboutissaient pas toujours. Dans la plupart des cas, la répression fut rapide et brutale. Les seigneurs engageaient des mercenaires, dont nous parlerons dans un autre chapitre, qui écrasaient les soulèvements avec une force écrasante. Villages incendiés, meneurs exécutés, survivants encore plus étroitement contrôlés qu'avant. Pourtant, ces révoltes laissèrent une trace. Elles prouvaient que les paysans n'étaient pas de simples pions passifs. Ils étaient capables de résister et de défier le système même qui définissait l'Allemagne médiévale. Ces soulèvements s'entremêlaient souvent avec d'autres tensions de l'Empire. La même fragmentation féodale que Otto III avait tenté de contenir, ou encore les ambitions de princes et d'évêques en quête d'influence, créaient des fissures dans l'autorité dont les paysans pouvaient profiter. La superstition et la peur, qui jouèrent plus tard un rôle majeur dans les chasses aux sorcières, alimentaient aussi les révoltes. Une rumeur d'injustice, ou la crainte de la colère divine, pouvait enflammer la rébellion aussi vite qu'une taxe ou un travail forcé. Les révoltes paysannes faisaient donc partie de l'histoire plus vaste de l'Allemagne médiévale, liées à la politique, au social et au religieux, des châteaux de conquête aux intrigues de cour des grandes dynasties. Ce qui est fascinant, c'est l'impact de ces révoltes sur l'histoire ultérieure. La peste noire, par exemple, bouleversa l'équilibre du travail, donnant aux survivants un plus grand pouvoir de négociation. L'essor des villes libres du Saint-Empire, comme celle de la Ligue hanséatique, reflétait aussi un mouvement plus large où des groupes extérieurs à l'aristocratie pouvaient gagner richesse et autonomie. Les révoltes rappelaient aux dirigeants et aux chroniqueurs que l'autorité n'était jamais acquise et que la stabilité sociale restait fragile. Alors, quand on pense à l'Allemagne médiévale, il ne faut pas seulement imaginer des rois, des empereurs ou des princes ambitieux. Il faut penser aux villageois dans les champs, aux peuples ordinaires dont la défiance fit parfois trembler les châteaux sur leurs fondations. Leur histoire est faite de courage, d'endurance et de lutte acharnée pour plus d'équité dans un monde conçu pour les maintenir au bas de l'échelle. C'est un rappel que l'histoire n'est pas écrite seulement par les puissants, mais aussi par tous ceux qui osent les défier. Chasse aux sorcières et superstitions, la peur comme instrument de pouvoir. L'Allemagne médiévale n'était pas qu'une terre de châteaux et de princes. C'était aussi un monde où la peur régnait autant que les souverains. Les superstitions n'étaient pas de simples croyances murmurées au coin du feu. Elles servaient d'outils de contrôle. Rien ne l'illustre mieux que les chasses aux sorcières. Dans villes et villages, les accusations de sorcellerie se propageaient comme un incendie, et soudain, voisins, amis ou même membres d'une même famille pouvaient devenir des ennemis. Mais le plus glaçant, c'est que ces chasses n'étaient pas seulement dues à la superstition. Elles étaient des instruments politiques, utilisés par des dirigeants, des nobles et même des chefs religieux pour renforcer leur pouvoir et manipuler les foules. Tout commençait par l'angoisse. Les temps étaient durs, mauvaises récoltes, épidémies et guerres fragilisaient les communautés qui cherchaient désespérément un coupable. L'Église, déjà liée au pouvoir politique, décrivait les sorcières comme des agents du diable, nourrissant la peur tout en se donnant une légitimité morale pour intervenir. Les princes et seigneurs y voyaient une opportunité. Accuser quelqu'un de sorcellerie permettait de saisir des biens, d'éliminer des rivaux ou de maintenir l'obéissance. C'était une tempête parfaite. Autorité religieuse, ambition politique et panique sociale fusionnaient en une mécanique meurtrière visant tous ceux jugés gênants ou menaçants. Le processus était terriblement méthodique. Les tribunaux locaux, souvent dirigés par des juges fidèles au pouvoir laïque ou religieux, interrogèrent les accusés. La torture était fréquente, utilisée pour arracher des aveux qui validaient les croyances déjà établies. Ces confessions justifiaient alors des châtiments sévères, souvent la mort, créant un cercle vicieux de peur et de répression. Dans les petites villes, une chasse aux sorcières pouvait détruire tout le tissu social, voisins dressés les uns contre les autres, familles brisées, loyauté réduite à une question de survie. La peur devenait une arme, et les dirigeants en tenaient la poignée. Cet environnement de suspicion rejoignait aussi d'autres aspects de la politique allemande. Souvenez-vous des loyautés féodales dont nous avons parlé. Un seigneur qui savait inspirer la peur par la punition, l'intimidation ou des accusations de sorcellerie trouvait plus facilement l'obéissance de ses vassaux. De même, les principautés rivales cherchèrent parfois à s'affirmer en montrant leur autorité morale et judiciaire. Les chasses aux sorcières devenaient un moyen de démontrer son pouvoir, signalant aux autres nobles et au peuple qu'on pouvait imposer l'ordre et écraser toute menace, réelle ou inventée. Au-delà de la politique, la superstition façonnait le quotidien.
On croyait que l'invisible gouvernait le destin. Présages, amulettes et rituels étaient repris au sérieux, non seulement par les paysans, mais aussi par les nobles. Les conseils municipaux adoptèrent parfois des lois pour interdire certaines pratiques, et l'autorité religieuse multipliait avertissements et sanctions. La peur du surnaturel se mêlait à la peur de la répression politique, créant une atmosphère où obéir relevait autant de la survie que de la morale. Même les innocents finissaient là par participer à un système qui normalisait la persécution, renforçant ainsi le contrôle des puissants. Les chasses aux sorcières en Allemagne médiévale montrent clairement comment croyances et politique se sont croisées. Elles n'étaient pas de simples phénomènes culturels, elles étaient des mécanismes de manipulation sociale et politique, des outils que seigneurs et évêques pouvaient employer pour maintenir leurs hiérarchies. La terreur n'était pas accidentelle, elle était calculée, exploitant les angoisses du quotidien pour asseoir l'autorité. C'est la preuve que dans l'Allemagne médiévale, le pouvoir ne se mesurait pas seulement en armées ou en châteaux, mais aussi en peur, en récits et en superstitions que chacun portait en lui. Au final, l'ombre de ces chasses pèse encore sur notre compréhension du Moyen-Âge allemand. Elle révèle comment les dirigeants ont instrumentalisé les croyances pour garder le contrôle, comment la peur pouvait renforcer la loyauté, et comment les gens ordinaires devenaient des pions dans des jeux politiques déguisés en croisades morales. Les chasses aux sorcières n'étaient pas qu'une tragédie, c'était une stratégie, un témoignage glaçant des façons dont le pouvoir pouvait s'exercer au-delà des champs de bataille, jusque dans l'esprit des sociétés. La peste noire, comment la maladie a bouleversé les équilibres du pouvoir. Au milieu du XIVe siècle, une ombre s'est abattue sur l'Europe. Aucune armée ne pouvait l'arrêter, aucun château ne pouvait l'arrêter. Elle avançait en silence, invisible, portée par les rats, les puces et la peur humaine. La peste noire ne se contenta pas de tuer, elle renversa tout ce que les gens pensaient savoir sur le pouvoir, la société et la survie. En Allemagne, ce fut bien plus qu'une crise sanitaire, ce fut une crise d'autorité, de richesse et de structure sociale. Et oui, avant de plonger dans ce sombre chapitre, une petite note, visons 1000 mentions, j'aime. Ça aide à garder ces récits vivants et à faire résonner l'histoire aussi fort que les pas de ceux qui fuyaient la peste. La maladie arriva vers 1347, se propageant de ville en ville, de village en village, laissant la dévastation derrière elle. On estime que jusqu'à la moitié de la population européenne périt, et l'Allemagne n'y échappa pas. Des villages entiers furent vidés du jour au lendemain, les marchés fermèrent, et la main-d'œuvre disparut aussi vite que la vie elle-même. Les nobles, qui dépendaient depuis toujours du travail constant des paysans, se retrouvèrent face à une réalité effrayante. Leurs terres ne pouvaient plus les nourrir s'il n'y avait plus de bras pour les cultiver. Pendant ce temps, les paysans survivants découvrirent un nouveau levier. Le travail était rare, et pour la première fois depuis des générations, ils pouvaient réclamer de meilleurs salaires, des loyers réduits, ou même quitter complètement des domaines oppressifs. Ce basculement du rapport de force dans le travail fut énorme. L'ancien ordre féodal qui avait maintenu les paysans attachés à la terre commença à vaciller. Les seigneurs avaient du mal à imposer leur autorité, et certains durent négocier au lieu de commander. Cela se relie directement aux révoltes évoquées plus tôt, comme la guerre des paysans allemands des siècles plus tard, où les paysans avaient appris que la pression collective pouvait plier l'autorité. La peste noire accéléra cette leçon à l'échelle de tout un continent, bouleversant la relation entre dirigeants et dirigés d'une manière qui résonnerait pendant des décennies. Au-delà de l'économie, la peste modifia aussi les dynamiques politiques. Les villes, déjà en pleine croissance et indépendantes, devinrent encore plus puissantes. Les centres commerciaux comme ceux de la Ligue hanséatique pouvaient utiliser leurs ressources pour survivre, voire prospérer, alors que les territoires voisins s'effondraient. Princes et évêques, autrefois maîtres grâce aux hiérarchies féodales rigides, virent leur influence s'affaiblir tandis que les localités gagnaient en autonomie et en pouvoir de négociation. Même les ambitions centralisatrices des empereurs, comme les rêves d'Otto, IIIe des siècles plus tôt, furent freinés, non pas par une rébellion, mais par l'effondrement démographique et l'imprévisibilité de la mort. La peur transforma aussi la vie sociale et religieuse. Les gens cherchaient des explications à un désastre qui semblait dépasser tout contrôle humain. Superstitions, boucs émissaires et ferveurs religieuses explosèrent. Les communautés juives et d'autres minorités furent faussement accusées d'avoir causé la peste, ce qui mena à des massacres horribles. Les chasses aux sorcières, que nous verrons plus tard,
prirent racine dans cette atmosphère de peur et d'incertitude. Et même si la peste noire fut une tragédie d'une ampleur inimaginable, elle créa paradoxalement des occasions de mobilité sociale, d'innovation et de remise en question des vieilles hiérarchies. Fait intéressant, la peste influença aussi les structures militaires et politiques. Avec des populations réduites, certaines bandes de mercenaires, comme celles dont nous parlerons dans un autre sujet, trouvèrent un nouveau pouvoir tandis que les armées s'adaptaient à des effectifs plus réduits. Fortifications, châteaux et villes devinrent plus autonomes, misant sur la défense et l'indépendance. En somme, la peste noire ne fit pas que tuer, elle réécrivit les règles de l'autorité, de la richesse et de l'organisation sociale. Ainsi, quand on regarde l'Allemagne médiévale, la peste noire apparaît comme un sombre tournant. Elle rappelle que l'histoire n'est pas seulement façonnée par des rois, des batailles ou des dynasties, mais aussi par les forces de la nature et par la manière dont les humains réagissent aux crises. Le pouvoir pouvait s'effondrer aussi vite que la vie elle-même, et dans cet effondrement, le monde se transformait, silencieusement, irrévocablement, entre les mains de ceux qui survivaient. Et souvenez-vous, si vous suivez ce récit, aidez-nous à atteindre 1000 mentions « j'aime » pour que ces histoires continuent à faire vibrer l'histoire aussi intensément qu'elles l'ont fait dans les rues et les champs de l'Allemagne médiévale. Les campagnes de l'ordre teutonique, des guerres saintes sur le sol allemand. Quand on pense à l'Allemagne médiévale, on imagine souvent des chevaliers en armure brillante et des châteaux imposants, mais une autre force a façonné la région, à la fois brutalement et durablement, l'ordre teutonique. Fondé à l'origine durant les croisades en Terre Sainte, cet ordre militaire et religieux ne resta pas sur place. Au XIIe et XIIIe siècle, il déplaça ses campagnes vers les pays baltes et les terres germaniques, menant ce qu'il appelait des guerres saintes contre des tribus païennes et tous ceux qui se dressaient sur sa route. Ces expéditions relevaient autant de la foi que du territoire, de la richesse et de l'influence politique, et elles laissèrent en Allemagne une empreinte qui résonna pendant des générations. Les chevaliers teutoniques n'étaient pas une armée ordinaire. Leurs membres prononcèrent des vœux monastiques, mêlant dévotion religieuse et discipline militaire. Mais ne confondez pas piété et clémence. Leurs campagnes étaient organisées, stratégiques et impitoyables. Ils construisaient des châteaux fortifiés sur les terres conquises, installant des bastions qui projetaient leur pouvoir au cœur des régions disputées. Villes et villages se retrouvaient souvent pris entre deux feux, contraints de fournir vivres, travail ou allégeance, ou de faire face à l'anéantissement. Ce n'était pas seulement la guerre, c'était un système pensé pour étendre à la fois le contrôle politique et ecclésiastique, créant des zones où l'ordre teutonique faisait office de juge, de gouverneur et d'autorité militaire tout à la fois. Fait intéressant, les campagnes de l'ordre se mêlaient aux dynamiques féodales et régionales que nous avons déjà vues. Des princes locaux s'alliaient parfois à l'ordre pour étendre leur influence, fournissant troupes ou ressources en échange de gains territoriaux. À d'autres moments, ils s'y opposaient, inquiets de l'autonomie et des ambitions croissantes des chevaliers. Rappelons-le, l'Allemagne médiévale n'était jamais une hiérarchie simple. Le pouvoir était sans cesse disputé entre princes, ducs, empereurs et ordres militaires et religieux. Les campagnes teutoniques n'étaient qu'un fil parmi d'autres dans cette toile d'autorité rivale. La religion était au cœur de la justification de l'ordre. Le pape soutenait leurs campagnes, les présentant comme des croisades pour convertir les populations païennes et défendre la chrétienté. Pour les chevaliers, la récompense spirituelle s'ajoutait aux gains terrestres. Pourtant, le coût humain fut immense. Des communautés entières furent déplacées, des villages rasés et les structures politiques remodelées pour s'aligner sur le contrôle teutonique. Les survivants étaient souvent entraînés dans de nouvelles hiérarchies sociales et religieuses, mêlant coutumes locales et règles strictes imposées par l'ordre. C'était une forme d'ingénierie sociale. Conquête et conversion s'unissaient pour redessiner la carte culturelle et politique du nord de l'Allemagne. L'ordre teutonique laissa aussi un héritage architectural durable. Beaucoup des châteaux qu'il bâtit devinrent des centres d'administration et d'entraînement militaire, influençant ensuite la conception d'autres fortifications allemandes. Ces forteresses n'étaient pas seulement pratiques, elles incarnaient l'autorité, signalant à quiconque approchait qu'il entrait en territoire teutonique. Pour les populations locales, elles étaient un rappel constant du pouvoir et de la peur, un peu comme la peur exploitée lors des chasses aux sorcières ou les démonstrations de force des seigneurs féodaux. L'ordre maîtrisait l'alliance de la légitimité religieuse et de la puissance militaire,
une double autorité qui rappelait les stratégies de Charlemagne et de certains empereurs plus tardifs. Au-delà de leurs châteaux et de leurs campagnes, l'ordre marqua aussi le commerce et l'économie. Les villes sous contrôle teutonique devinrent souvent des pôles d'échange, avec marchés, routes et ports au service des chevaliers comme des habitants. Le nord de l'Allemagne s'intégra ainsi davantage aux réseaux commerciaux européens, donnant aux cités une richesse et une autonomie inédites. Mais cette prospérité avait un prix. Des règles strictes, des taxes et une application ferme garantissaient que l'autorité de l'ordre ne soit pas contestée, prouvant encore une fois à quel point pouvoir, richesse et foi étaient étroitement liés. Avec le temps, les campagnes teutoniques contribuèrent, même indirectement, à la consolidation du Saint-Empire romain dans le nord, en pacifiant les marches, en sécurisant les routes commerciales et en créant des centres administratifs loyaux. L'influence de l'ordre aida à fixer des frontières et des hiérarchies. Leurs expéditions n'étaient pas des conflits isolés, elles participaient à la lutte plus large pour organiser, contrôler et légitimer l'autorité dans une Allemagne morcelée, où princes, évêques et empereurs se disputèrent sans cesse la primauté. Leurs relations avec la Hanse montante mirent aussi en lumière le lien complexe entre puissances militaires, politiques et économiques, annonçant des conflits et des alliances qui façonneraient la région pendant des siècles. Au final, l'histoire de l'ordre teutonique en Allemagne est celle d'une foi entremêlée au pouvoir. Elle montre comment la religion put servir d'outil de conquête, comment la force militaire soutint des ambitions politiques, et comment des guerres saintes laissèrent derrière elles à la fois des ruines et des structures durables. Ces campagnes furent un creuset où se forgea le paysage politique et religieux de l'Allemagne médiévale, mêlant dévotion, violence et stratégie d'une manière qui marqua l'Empire pour des siècles. Elsass nous rappelle que l'histoire ne parle pas seulement de rois et de châteaux, elle parle aussi d'ordre, d'armée et d'idéologie capables de plier des sociétés entières à leur volonté. L'émergence des pouvoirs régionaux, les premiers principautés germaniques. Après la mort de Charlemagne, l'immense empire qu'il avait bâti commença à se fissurer. Ce qui paraissait être un royaume uni sous sa main de fer se désagrégea, non par un effondrement brutal, mais par l'inévitable tiraillement des loyautés régionales. L'empire carolingien tenait grâce à un mélange de puissance militaire, de légitimité religieuse et de l'autorité personnelle de Charlemagne. Mais une fois disparus, ces liens commencèrent à se relâcher. Les seigneurs locaux, comtes et ducs, gagnèrent en autonomie, et les fondations du paysage politique morcelé de l'Allemagne furent posées. C'est ainsi que naquirent les premières principautés germaniques. Des régions comme la Saxe, la Bavière, la Franconie et la Souabe commencèrent à s'affirmer comme des pouvoirs semi-indépendants. Ce n'étaient pas encore de véritables royaumes, pas encore, mais ils avaient leurs propres lois, leurs armées et leurs ambitions. L'autorité centrale d'un roi ou d'un empereur n'était qu'une idée lointaine, pas une réalité concrète. Pour le peuple, cela signifiait que la vie dépendait surtout des seigneurs locaux, plutôt que d'édits venus d'un pouvoir lointain. Les seigneurs percevaient les impôts, exigeaient un service militaire et réglaient souvent les conflits selon leurs propres intérêts. Le pouvoir était localisé, profondément féodal et souvent imprévisible. Cette fragmentation jeta les bases des rivalités dynastiques qui domineraient la politique allemande pendant des siècles. Des familles nobles comme les Ludolfings, les Ottoniens et plus tard les Hohenstaufen et les Welfs commencèrent à se voir comme des puissances presque souveraines. Les alliances matrimoniales, les héritages et les querelles familiales devinrent aussi importants que les batailles pour définir l'équilibre des forces. Chaque principauté développa sa propre identité et ses propres ambitions, ce qui allait nourrir les luttes autour du trône du Saint-Empire romain. La tension entre un pouvoir central fort et des princes régionaux ambitieux devint un thème récurrent, marquant l'histoire de l'Empire depuis Othon Ier jusqu'aux Habsbourg. Les structures féodales étaient essentielles pour comprendre le fonctionnement de ces principautés. La terre était la monnaie du pouvoir, donnée aux vassaux en échange de loyauté et de services militaires. Cela créait une société en strates où l'autorité descendait des ducs aux comtes, puis aux chevaliers et administrateurs locaux. D'un côté, ce système offrait une certaine stabilité et une organisation militaire. De l'autre, il fragmentait l'autorité et rendait le contrôle central extrêmement difficile. Même quand des empereurs comme Othon Ier tentèrent de consolider leur pouvoir, ils durent naviguer prudemment dans ce patchwork de loyauté, jonglant entre faveurs, mariages et menaces pour garder leur influence.
Ces principautés n'étaient pas seulement des entités politiques, elles étaient aussi des foyers culturels. Chacune développa ses propres codes juridiques, pratiques commerciales et alliances avec l'Église. Les évêques jouaient souvent un double rôle, exerçant une autorité spirituelle tout en servant d'intermédiaire entre princes rivaux. Ce mélange d'influences laïques et ecclésiastiques formait un réseau complexe où la loyauté était changeante et l'ambition constante. Un comte pouvait soutenir l'empereur une année et s'allier l'année suivante avec un duc voisin, selon l'alliance la plus avantageuse. Quand le Saint-Empire romain prit forme, cette fragmentation était déjà solidement ancrée. L'Empire resterait toujours un ensemble de principautés semi-indépendantes, de villes et de territoires ecclésiastiques. Les pouvoirs régionaux avaient un réel poids, obligeant les empereurs à négocier, à faire des compromis ou à recourir à la force militaire pour affirmer leur autorité. Cet équilibre, ou ce déséquilibre entre ambition centrale et autonomie régionale, marqua toute la politique allemande du Moyen Âge. En résumé, les premières principautés germaniques nous montrent comment l'Allemagne devint un patchwork de pouvoirs concurrents. La chute des Carolingiens n'a pas seulement créé un vide, elle a engendré un paysage politique dynamique où les seigneurs locaux prospéraient, où les loyautés changeaient et où les dynasties se disputaient la suprématie. Ces principautés furent les blocs de construction de l'Allemagne médiévale, chacune semblable à un petit royaume, façonnant collectivement le destin d'un continent de façon durable et retentissante. La couronne contre les princes. Qui dirigeait vraiment l'Allemagne? L'Allemagne du Moyen Âge n'était pas un royaume bien rangé comme on l'imagine dans les contes. C'était plutôt un patchwork de luttes de pouvoir, de rivalités et de négociations sans fin. Quand on entend empereur du Saint-Empire romain germanique, on pense à quelqu'un avec une autorité absolue. En réalité, l'empereur avait souvent moins de contrôle direct que beaucoup de princes sous ses ordres. Oui, ces ducs, margraves et évêques dont on lit les noms n'étaient pas de simples nobles de cérémonie. C'étaient des acteurs puissants à part entière, capables de diriger plus efficacement que la couronne elle-même. Alors, comment cette dynamique étrange a-t-elle vu le jour? Après la chute des Carolingiens, l'autorité centrale en Allemagne s'est affaiblie. Quand le Saint-Empire a été établi dans l'ombre de Charlemagne, l'empereur a hérité d'un immense territoire, mais avec un piège. Les terres n'étaient pas unifiées sous une administration centrale. Elles étaient divisées entre des seigneurs régionaux qui gouvernaient déjà leur domaine depuis des générations. Ces princes avaient des armées, collectaient des impôts, rendaient la justice et, dans bien des cas, étaient plus riches que l'empereur. Ils n'étaient en haut pas seulement des vassaux, ils étaient des souverains indépendants avec leurs propres ambitions. L'un des aspects les plus fascinants de cette époque, c'est la danse délicate entre l'empereur et les princes. L'empereur avait besoin de leur soutien pour tout, lever des armées, faire respecter les lois, percevoir des impôts. Sans leur coopération, son autorité s'évaporait vite. D'une certaine manière, le vrai pouvoir se trouvait derrière le trône, dans les mains de ceux qui contrôlaient les terres et l'argent. Imaginez un tir à la corde médiévale, la couronne représentait l'unité, mais les princes tenaient la corde. Le système électoral ajoutait encore une couche à ce jeu de pouvoir. L'empereur n'était pas automatiquement le fils aîné du précédent souverain. Il devait être élu par un groupe de princes d'élite appelés électeurs. Cela voulait dire qu'avant même de commencer à régner, il leur devait déjà des faveurs. Négociations, alliances et promesses n'étaient pas facultatives, c'était une question de survie. On pourrait dire que les princes étaient les faiseurs de rois, et parfois les briseurs de rois. Un prince rebelle pouvait bloquer les projets d'un empereur, tandis qu'un prince fidèle pouvait donner l'impression qu'un souverain faible était fort. Les conflits n'étaient pas rares. Certains empereurs ont essayé d'imposer leur autorité totale, et les princes ont résisté de toute leur force. Otto III, par exemple, rêvait de centraliser le pouvoir, mais les nobles enracinés rendaient chaque initiative semblable à une partie d'échec politique. Cette tension entre autorité centrale et autonomie régionale a duré des siècles. Les batailles ne se menaient pas seulement à l'épée, elles se jouaient dans les tribunaux, les conseils et même par des mariages stratégiques destinés à renforcer l'influence. Ce qui rend cette époque encore plus intéressante, c'est que cette lutte n'était pas seulement politique, elle a façonné toute la culture de l'Allemagne médiévale. Villes, bourgs et institutions religieuses devaient jongler entre les décrets impériaux et les exigences des princes locaux. Certaines cités prospéraient en jouant habilement de cette rivalité pour obtenir plus d'indépendance, de commerce et de richesse. D'autres souffraient de disputes constantes sur les impôts, les soldats ou le contrôle religieux.
L'équilibre entre couronne et prince influençait tout, de l'architecture au commerce, jusqu'à la vie quotidienne du peuple. Au fil des siècles, le schéma s'est répété. La couronne était un symbole, mais les princes détenaient souvent les véritables leviers de pouvoir. Pourtant, le rôle de l'empereur n'était pas inutile. Sa capacité à arbitrer des conflits, à valider des lois et à incarner une figure d'unité donnait à l'Empire une cohésion fragile qui lui a permis de durer si longtemps. L'interaction entre couronne et prince a créé un paysage politique dynamique, compliqué et souvent chaotique, un monde où l'autorité n'était jamais absolue et où le pouvoir se négociait sans cesse. Alors, qui dirigeait vraiment l'Allemagne médiévale? L'empereur avait le titre, le prestige et le pouvoir symbolique. Mais les princes, avec leur richesse, leurs armées et leur habileté politique, tiraient souvent les ficelles en coulisses. La couronne portait bien la couronne, mais dans les faits, l'Allemagne était un royaume où l'influence s'arrachait, se disputait et se contestait sans cesse, rendant l'empire médiéval aussi fascinant qu'imprévisible. Cette danse délicate entre autorité symbolique et pouvoir concret, c'est ce qui définissait l'Allemagne médiévale, un pays où les titres comptaient, mais où le vrai contrôle exigeait négociation, stratégie et une compréhension fine de l'immense toile de loyauté qui tenait l'Empire ensemble. La vie féodale dévoilée, seigneurs, vassaux et loyauté brutale. Entrez dans l'Allemagne médiévale, et vous comprenez vite que la vie n'avait pas grand-chose à voir avec de grands drapeaux ou des chevaliers héroïques, mais bien plus avec l'obligation, la hiérarchie et la survie. Au cœur de ce monde se trouvait le système féodal, une toile de loyauté qui liait paysans, chevaliers et seigneurs dans une chaîne aussi fragile que rigide. Si vous pensez que le féodalisme n'était qu'un ensemble de règles, détrompez-vous. C'était un système vivant qui décidait qui mangeait, qui combattait et qui détenait le pouvoir. Et si vous étiez du mauvais côté de la colère d'un seigneur, les conséquences pouvaient être terriblement impitoyables. Tout en haut de la pyramide se tenaient les seigneurs, les véritables détenteurs du pouvoir dans l'Allemagne médiévale. Ils possédèrent la terre, commandèrent les soldats et exerçaient une autorité qui allait parfois jusqu'au droit de vie ou de mort. Mais leur pouvoir n'était pas absolu. Chaque seigneur dépendait de vassaux, des nobles de rang inférieur qui juraient dire fidélité en échange de protection, ou de terres appelées fiefs. Ce n'était pas une poignée de main informelle, c'était une relation contraignante, scellée par des serments et des cérémonies, parfois même par le sang. La première loyauté d'un vassal allait à son seigneur, ce qui créait souvent un réseau complexe d'obligations contradictoires. Un chevalier pouvait devoir allégeance à plusieurs seigneurs, chacun avec ses propres ambitions, et naviguer dans cet équilibre était un jeu dangereux. Pour la majorité, la vie féodale était encore plus rude. Les paysans, qui représentaient l'essentiel de la population, étaient attachés à la terre qu'ils travaillaient, fournissant nourriture et travail pour soutenir la classe noble au-dessus d'eux. Leur existence était répétitive, exténuante et souvent périlleuse. Ils avaient peu de droits et pratiquement aucune mobilité. Pourtant, le système offrait une certaine stabilité. La protection du seigneur signifiait que, malgré les raids, le brigandage ou les conflits locaux, il y avait un minimum d'ordre dans leur quotidien. Néanmoins, des révoltes éclataient parfois, notamment lors des grandes révoltes paysannes allemandes plus tardives, mais elles étaient risquées et bien souvent écrasées dans la brutalité, renforçant encore la hiérarchie dure qui définissait la société médiévale. Les obligations entre seigneurs et vassaux ne se limitaient pas au travail ou au service militaire. La loyauté était une monnaie à part entière. Un vassal pouvait être appelé à combattre dans des campagnes lointaines, à assister à la cour de son seigneur, ou même à jouer le rôle de médiateur dans des conflits locaux. En échange, le seigneur était censé offrir protection et rendre la justice, une promesse pas toujours tenue. Les ruptures de loyauté pouvaient mener à des sièges, des confiscations de terres, voire à des exécutions. Dans un tel système, l'honneur personnel et la survie politique étaient indissociables, créant un monde où trahison, intrigue et alliances changeantes faisaient partie du quotidien. Fait intéressant, ce réseau féodal façonnait aussi le pouvoir du Saint-Empire romain germanique. Rappelez-vous quand nous avons parlé de l'émergence des principautés régionales, leur force venait en grande partie de ce système. Princes et ducs utilisaient les obligations féodales pour consolider leur pouvoir local, parfois aux dépens de l'empereur. Même les souverains les plus ambitieux, comme Otto III, devaient composer avec une mosaïque de nobles puissants, souvent plus loyaux à leur propre fief qu'au trône.
Cette tension entre l'autorité centrale et le pouvoir local allait durer des siècles, influençant chaque rébellion, alliance et couronnement. La vie féodale n'était pas seulement une structure politique, elle définissait la culture, l'économie et les normes sociales de l'Allemagne médiévale. Les châteaux, demeures fortifiées des seigneurs, étaient des symboles d'autorité, mais aussi des lieux où s'entremêlaient les relations complexes entre vassaux et serviteurs. Les chevaliers, liés par des codes de loyauté et de compétences martiales, étaient à la fois protecteurs et exécutants. Et l'Église s'insérait souvent dans ce système, donnant une légitimité spirituelle aux seigneurs laïcs tout en profitant de la main-d'œuvre et de la loyauté des vassaux. En comprenant la vie féodale, on voit comment l'Allemagne est devenue un patchwork de loyauté, de lutte de pouvoir et de hiérarchie sociale. Un monde où la loyauté personnelle pouvait signifier richesse, survie ou mort. C'était un système à la fois brutalement restrictif et ingénieusement adaptable, qui donnait une structure à une société qui aurait pu autrement sombrer dans le chaos. Le féodalisme, c'était bien plus que des règles et des titres. C'était le sang vital de l'Allemagne médiévale, façonnant chaque rébellion, chaque alliance et chaque ambition qui allait remarquer les siècles à venir. Les châteaux de la conquête, forteresses défensives ou symboles de tyrannie. Quand vous pensez à un château médiéval, qu'imaginez-vous? De hautes murailles de pierre, des bannières flottant au vent, des chevaliers patrouillant sur les remparts. Mais derrière ces façades impressionnantes, les châteaux étaient bien plus que de simples forteresses pittoresques. C'étaient des démonstrations de pouvoir, et parfois des instruments de peur. Dans l'Allemagne médiévale, ces géants de pierre n'étaient pas seulement construits pour repousser les envahisseurs, ils servaient aussi à contrôler les populations. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir à la vie féodale, où la loyauté s'imposait autant par les murs que par les paroles. À l'origine, les châteaux étaient des structures pratiques. Bâtis au sommet des collines ou le long des rivières, ils offraient un avantage stratégique contre les seigneurs rivaux et les menaces extérieures. Imaginez une petite ville dominée par un donjon imposant. La simple présence du château suffisait à dissuader bandits ou voisins hostiles. Les soldats stationnés à l'intérieur surveillaient les routes commerciales, collectaient des péages et pouvaient réprimer rapidement une révolte. Mais les mêmes murs qui protégeaient les habitants les enfermaient aussi d'une certaine façon. Ceux qui vivaient, à l'ombre du château, avaient un rappel constant de qui détenait le pouvoir. L'autorité du seigneur n'était pas seulement légale, elle était visible et omniprésente. Certains châteaux, comme les forteresses des Hohenstaufen, étaient conçus pour une véritable défense militaire, avec d'épais murs, des douves et des meurtrières. D'autres misaient davantage sur l'intimidation, servant à montrer qu'un noble ou un prince avait les moyens de dominer les terres alentours. Dans les régions où l'autorité centrale était faible, comme durant les luttes de pouvoir entre couronne et princes, les châteaux devenaient la colonne vertébrale de l'autonomie des seigneurs locaux. Ils n'étaient pas seulement des résidences, ils disaient clairement « Ici, c'est moi la loi ». À l'intérieur, les châteaux étaient tout aussi complexes. Le donjon n'abritait pas seulement la famille du seigneur, on y trouvait aussi des soldats, des administrateurs et parfois même des paysans réfugiés. Mais la vie derrière ces murs était loin d'être idyllique. Si certains châteaux devenaient des centres de culture et de gouvernance, beaucoup étaient des lieux d'oppression. Les seigneurs pouvaient imposer des taxes, exiger du travail ou emprisonner ceux qui s'opposaient à eux, protégés par leurs murailles de pierre. D'une certaine manière, les châteaux incarnaient toute l'ambiguïté du pouvoir médiéval, protecteur mais aussi coercitif. L'importance politique des châteaux dépassait le simple contrôle local. Lors des conflits entre empereurs et princes, un château bien fortifié pouvait décider de l'issue d'une guerre. Ils étaient des atouts stratégiques dans les successions, des outils pour imposer des alliances, et parfois les scènes de siège dramatiques. Vous vous souvenez de la féroce rivalité entre Hohenstaufen et Welfs. Les châteaux étaient au cœur de leur bataille, changeant de main, détruits puis reconstruits, chaque pierre rappelant un basculement du pouvoir. Le pouvoir religieux n'était pas épargné non plus. Évêques et abbés contrôlaient des monastères fortifiés qui ressemblaient aux châteaux militaires des seigneurs laïcs. Ces forteresses ecclésiastiques permettaient aux dirigeants de l'Église d'exercer à la fois une autorité spirituelle et temporelle, imposant leur volonté sur les terres et les villes. D'une certaine manière, châteaux nobles et religieux brouillaient la frontière entre défense et domination. Pourtant, malgré la crainte qu'ils pouvaient inspirer, les châteaux étaient aussi des centres d'activité économique. Les marchés prospéraient souvent à proximité,
Les artisans trouvèrent du travail dans leur construction ou leur entretien, et les paysans pouvaient y chercher refuge en temps de danger. Les châteaux étaient des paradoxes, symboles de tyrannie, certes, mais aussi moteurs de stabilité et de vie communautaire. Alors, quand on contemple aujourd'hui les châteaux de l'Allemagne médiévale, il est tentant de les voir comme des décors de contes de fées. Mais à leur époque, ils étaient bien plus que de la pierre et du mortier. Ils étaient des armes, des foyers et des déclarations visuelles de pouvoir. Chaque château raconte une histoire de conquête, de contrôle et parfois de cruauté. Ils restent des monuments à la dualité du pouvoir médiéval, forteresses protectrices pour certains, instruments de domination pour d'autres. Dans chaque pierre, on peut presque entendre l'écho des armées, des négociations et des vies ordinaires vécues sous l'ombre du pouvoir, partagées entre sécurité et soumission, savoir interdit et société secrète. Dans l'Allemagne médiévale, le savoir n'était pas seulement un pouvoir, il était dangereux, convoité et souvent dissimulé dans les recoins obscurs des monastères, des châteaux et des chambres secrètes. On murmurait à propos d'alchimistes qui passaient des décennies à poursuivre l'impossible, de savants qui étudiaient les étoiles en cachette et de mystérieuses confréries dont les rituels n'étaient pas de simples traditions, mais des clés vers une sagesse cachée. C'était un monde où la curiosité pouvait apporter la gloire ou susciter des soupçons mortels, et où les savoirs interdits façonnaient non seulement les esprits, mais aussi le tissu même de la société. Les alchimistes étaient sans doute les chercheurs de vérités interdites les plus célèbres. Bien avant que la chimie ne devienne une science reconnue, ces hommes, parfois vêtus de robes, parfois déguisés en moines, consacraient leur vie à transformer les métaux communs en or. L'attrait de la richesse était évident, mais leur obsession allait bien au-delà. Cachés dans les monastères ou dans les tours isolées des châteaux, les alchimistes menèrent des expériences secrètes, avec des poudres étranges, des liquides bouillonnants et des symboles énigmatiques. Certains disaient rechercher la pierre philosophale, une substance mythique censée donner l'immortalité. D'autres consignaient des recettes et des observations dans des manuscrits codés, réservant leurs secrets aux seuls initiés. C'était un équilibre fragile. La réussite promettait richesse et reconnaissance, mais l'échec ou la découverte par un noble ou un clerc suspicieux pouvait signifier la disgrâce, voire pire. Pendant ce temps, des savants et chercheurs posaient discrètement les bases du savoir moderne. Astronomie, astrologie et protochimie s'entremêlaient souvent. Des moines traçaient la carte du ciel pour prédire des éclipses ou lire le destin des hommes, tandis que d'autres expérimentaient avec les métaux et les minéraux. Beaucoup de ces érudits s'intéressaient aussi aux études mystiques, voyant le monde naturel comme le reflet de schémas cosmiques cachés. L'astrologie, par exemple, n'était pas perçue comme une simple superstition. Elle guidait des décisions politiques, des alliances matrimoniales et même des campagnes militaires. Leurs observations et calculs, consignés dans des carnets codés, étaient jugés trop puissants pour être diffusés librement. La tension entre science et mysticisme créait un univers intellectuel unique, où la curiosité était à la fois vénérée et redoutée. Les sociétés secrètes et confréries ajoutaient une autre dimension au mystère. Les guildes et associations n'étaient vraiment pas uniquement liées au commerce ou à l'artisanat. Elles pratiquaient souvent des rituels cachés, avec des symboles et des règles réservées aux seuls membres. Les apprentis étaient initiés à des mystères qui les liaient à leur guilde, et certaines sociétés faisaient remonter leurs origines à des savoirs mystiques anciens. Ces confréries servaient de gardiennes de la connaissance, veillant à ce que des idées dangereuses ou puissantes ne tombent pas entre de mauvaises mains. Elles constituaient aussi des réseaux reliant savants, alchimistes et figures influentes en Allemagne et au-delà, influençant discrètement la politique, la science et l'économie depuis l'ombre. Et puis il y avait les textes interdits, des manuscrits remplis d'incantations magiques, de cartes astrologiques ou de spéculations philosophiques circulaient en secret parmi l'élite éduquée. Certains contenaient des savoirs jugés hérétiques par l'Église. D'autres étaient si cryptiques que seuls quelques initiés pouvaient les comprendre. Des moines et des érudits recopièrent ces œuvres en écriture cachée, les dissimulant parfois derrière de fausses pages ou dans la reliure d'autres livres. Ces manuscrits n'étaient pas de simples curiosités intellectuelles, c'étaient des clés du pouvoir capables d'influencer des souverains, de guider des sociétés secrètes ou même d'inspirer des révoltes. Le savoir devenait un jeu dangereux. Un secret bien placé entre de mauvaises mains pouvait bouleverser l'équilibre des forces dans l'Empire. L'interaction entre alchimistes, premiers savants,
sociétés secrètes et textes interdits nous montrent une Allemagne médiévale traversée par des ambitions cachées et de silencieuses révolutions de l'esprit. Tandis que rois et évêques se disputaient ouvertement des territoires et de l'autorité, une autre lutte se jouait derrière des portes closes, un combat autour du savoir, du secret et de l'innovation. Ceux qui osaient chercher cette sagesse interdite risquaient le scandale, l'emprisonnement ou la mort, mais ils plantaient aussi les graines de la science moderne, de la philosophie et même de la pensée politique. D'une certaine manière, les mains invisibles de ces chercheurs de l'ombre façonnèrent l'Empire autant que les armées ou les décrets royaux. Rivalité religieuse, évêques contre princes séculiers. On pourrait croire que l'Allemagne médiévale se résumait aux chevaliers, aux châteaux et aux rois criant des ordres. Mais il existait un autre champ de bataille, plus discret mais tout aussi dangereux, la tension entre les évêques et les princes séculiers. Il ne s'agissait pas seulement de foi ou de piété, la vraie question était qui détenait réellement le pouvoir. Parfois, un seul évêque pouvait rivaliser avec l'autorité d'un roi. Imaginez un monde où un homme en robe pouvait commander des armées, lever des impôts et négocier des traités, souvent plus efficacement que le souverain officiel du pays. Tel était le quotidien dans le Saint-Empire romain. Après la chute des Carolingiens, l'Allemagne devint un patchwork de duchés, de principautés et de territoires ecclésiastiques. Les rois, comme ceux de la dynastie des Hohenstaufen, devaient constamment négocier avec les puissances locales. Mais l'Église n'était pas un allié homogène. Elle avait ses propres ambitions. Les évêques n'étaient pas seulement des guides spirituels, ils étaient aussi des seigneurs féodaux, contrôlant terre, richesses et troupes fidèles. Un évêque pouvait convoquer des vassaux pour combattre, lever des impôts ou même assiéger une ville rebelle. Cela signifiait que lorsqu'un empereur ou un roi voulait affirmer son autorité, il faisait face non seulement aux ducs et princes, mais aussi à des évêques dotés d'un pouvoir comparable. Prenons par exemple la querelle des investitures, un conflit dont vous avez sûrement entendu parler dans d'autres récits sur l'Allemagne médiévale. Les rois cherchaient à nommer des évêques pour assurer leur loyauté, mais les papes affirmaient que seule l'Église en avait le droit. Ce bras de fer n'était pas abstrait, il provoqua guerre, rébellion et manœuvres politiques complexes. Les princes prenaient un parti pour l'un ou l'autre camp, et soudain, un désaccord religieux avait des conséquences bien réelles sur les frontières, les alliances et le destin des cités. Même à l'intérieur d'un diocèse, les loyautés pouvaient se diviser, laissant les habitants partagés entre impôts séculiers et exigences ecclésiastiques. Et il ne s'agissait pas toujours de batailles sanglantes. Les mariages politiques, les traités et les alliances calculées étaient des armes à part entière. Un prince pouvait épouser une parente d'évêque ou soutenir un candidat choisi, tandis qu'un évêque habile pouvait utiliser l'autorité papale pour bloquer les ambitions d'un rival. Cette danse d'influence façonna une grande partie de la politique impériale. En réalité, la lutte entre évêques et princes prépara le terrain pour des conflits ultérieurs, comme la rivalité entre les Hohenstaufen et les Welfs, ou encore l'essor des villes libres d'empire que nous aborderons plus tard. Curieusement, cette rivalité touchait aussi la vie quotidienne. Paysans, artisans et citadins en étaient les spectateurs contraints. Impôts, dîmes et corvées augmentaient chaque fois qu'un évêque ou un prince voulait démontrer sa puissance. Et la superstition n'était pas qu'une affaire religieuse, elle était politique. Les évêques pouvaient invoquer l'autorité divine pour justifier des sanctions sévères, tandis que des princes accusaient parfois des évêques rivaux d'hérésie pour les affaiblir. Cette peur et cette manipulation mènent directement à des épisodes comme les chasses aux sorcières, où croyances et luttes de pouvoir s'entremêlèrent tragiquement. L'argent, lui aussi, était central. Les évêques contrôlaient routes commerciales, péages et marchés, rivalisant parfois avec la richesse des princes séculiers. L'essor des ligues marchandes, comme la Hanse, commença à défier le pouvoir ecclésiastique et princier, mais durant ces siècles, la parole d'un évêque pesait souvent autant qu'une épée ducale. Les villes devaient naviguer avec prudence, négociant chartes, achetant des privilèges ou se ralliant au pouvoir le plus avantageux. Dès le XIVe siècle, l'entrelacement de l'Église et de l'État devint une caractéristique essentielle de la politique allemande. Les évêques n'étaient pas seulement des chefs spirituels, ils étaient faiseurs de rois, conseillers et parfois briseurs de couronnes. Les princes séculiers, de leur côté, apprirent à manier l'autorité religieuse comme un levier, garantissant qu'aucun dirigeant unique ne puisse dominer la complexe mosaïque de l'Empire. Cette tension explique pourquoi les efforts de centralisation, comme ceux tentés par Otton III ou plus tard par les empereurs Hohenstaufen, ne furent jamais simples.
L'Empire reposait autant sur la négociation, l'intrigue et l'autorité religieuse que sur les champs de bataille et les couronnes. L'histoire des évêques contre les princes nous montre que l'Allemagne médiévale n'était jamais simple ni uniforme. Le pouvoir y était multiple, imbriqué et en constante évolution. Il ne s'agissait pas seulement de savoir qui maniait l'épée, mais aussi qui contrôlait la croyance, la loyauté et l'idée même d'autorité. Et en poursuivant notre exploration de l'Empire, vous verrez comment cette lutte influença des révoltes, des alliances et même l'ascension des Habsbourg. L'histoire de l'Allemagne médiévale est complexe, captivante et façonnée autant par les robes que par les armures. L'essor de la Ligue hanséatique, l'argent plutôt que les monarques. Quand on pense à l'Allemagne médiévale, on imagine souvent des châteaux et des empereurs, mais en coulisses, une autre forme de pouvoir s'imposait discrètement. Ce pouvoir ne se mesurait pas en couronne ni en épée, mais en pièces, en routes commerciales et en alliances habiles. C'était la Ligue hanséatique, une confédération de villes marchandes qui, à bien des égards, devint plus puissante que les rois. Et son histoire change complètement notre manière de voir l'autorité médiévale. La Ligue naquit au XIIe siècle, par nécessité. Des villes comme Lübeck, Hambourg et Brême avaient besoin de protéger leurs marchands voyageant à travers l'Europe, de la Baltique à la mer du Nord. Pirates, seigneurs rivaux et météos capricieuses rendèrent le commerce risqué. En s'unissant, ces villes pouvaient assurer une traversée plus sûre, négocier ensemble et faire respecter les accords commerciaux. Ce qui avait commencé comme une alliance pratique évolua peu à peu en quelque chose de bien plus grand, un réseau qui rivalisait avec l'influence des empereurs et des princes. Les marchands hanséatiques n'étaient pas de simples commerçants de quartier. Ils contrôlaient des marchés entiers, les fourrures du Nord, le grain de l'Est, les textiles des Pays-Bas. Leur richesse leur donnait un pouvoir qu'aucun prince local ne pouvait ignorer. Contrairement à l'autorité fragmentée de la couronne allemande, la Ligue avait de la cohésion. Les décisions se prenaient collectivement et les villes travaillaient main dans la main pour défendre leurs intérêts communs. Si un monarque essayait d'imposer des taxes ou des règles, la Ligue pouvait menacer de boycotter ou de couper l'approvisionnement de biens essentiels, forçant souvent les souverains à céder. En pratique, l'argent devenait une arme douce mais redoutable, capable de surpasser les épées. L'influence de la Ligue n'était pas seulement économique, elle était aussi politique. Ces villes négociaient des traités avec des royaumes, garantissaient la sécurité des marchands et entretenaient même leur propre flotte. Imaginez une sorte de multinationale médiévale, mais avec des armées et des ambassades. Dans bien des cas, les princes dépendaient des villes hanséatiques pour préserver leurs richesses et la stabilité du commerce. Un empereur faible ne pouvait pas faire appliquer ses lois partout dans l'Empire, mais une ligue unie savait manipuler les marchés, financer des armées et protéger ses membres face aux seigneurs locaux comme aux menaces extérieures. Il est facile de sous-estimer la révolution que cela représentait. Traditionnellement, le pouvoir médiéval reposait sur les terres, les châteaux et les titres héréditaires. Mais là émergeait une nouvelle forme de pouvoir, la force économique collective. Les villes de la Ligue agissaient presque comme des mini-États, s'autogouvernant, rendant justice et contrôlant l'accès au commerce. Lübeck, surnommée la reine de la Hanse, devint un centre de diplomatie et de négociation, illustrant comment le commerce pouvait redessiner la politique. Même les rois devaient négocier avec les marchands, parfois plus prudemment qu'avec d'autres souverains. Bien sûr, les conflits existaient. Certains princes tentèrent de remettre en cause les privilèges de la Ligue, et des villes rivales cherchèrent à s'imposer. Pourtant, l'unité de la Ligue et l'importance cruciale du commerce assuraient souvent sa survie. Avec le temps, la Ligue hanséatique devint un modèle montrant comment des alliances économiques pouvaient rivaliser avec les hiérarchies politiques traditionnelles. Pendant que les empereurs se disputaient sur des territoires lointains, les marchands imposaient leurs conditions dans les ports, prouvant que l'argent pouvait parfois avoir plus de poids que la couronne. L'essor de la Ligue influença aussi la vie quotidienne. Les gens profitaient de marchés plus stables, mais subissaient aussi les rivalités entre villes et les boycotts. Les guildes, les règles de travail et les monopoles commerciaux façonnaient la vie urbaine, créant une culture où la négociation et l'alliance comptaient plus que la force brute. L'ombre de la Ligue dépassa largement les frontières allemandes, touchant la Scandinavie, les Pays-Bas et même l'Angleterre, prouvant que l'influence de l'Allemagne médiévale ne se limitait pas aux châteaux ou aux empereurs, mais se diffusait le long des rivières, des ports et des routes commerciales. Ainsi, l'histoire de la Ligue hanséatique nous rappelle que le pouvoir en Allemagne médiévale ne reposait pas toujours sur une couronne. Parfois,
la véritable autorité était entre les mains des villes, de leurs marchands et de leur argent. En s'organisant, en collaborant et en tirant parti du commerce, la Ligue bâtit un réseau où la richesse dictait l'influence, prouvant que même dans un monde dominé par les seigneurs et les rois, les pièces pouvaient parler plus fort que les épées. Leur héritage est une leçon sur la manière dont l'ingéniosité économique peut bouleverser l'équilibre des pouvoirs, et sur le fait qu'en Allemagne médiévale, l'argent triomphait souvent de la monarchie. Assassinats et intrigues, poisons, trahisons et guerres de trône. L'Allemagne médiévale, ce n'était pas seulement des chevaliers en armure étincelante ou des châteaux imposants. C'était aussi un monde où un secret chuchoté pouvait renverser des rois, et où une dague bien dissimulée pouvait changer le destin d'un empire. L'assassinat et l'intrigue n'étaient pas des exceptions, ils faisaient tristement partie du quotidien, dans un jeu dangereux où la trahison se révélait souvent plus efficace que la force brute. Si vous pensez que l'histoire se résume aux batailles et aux lois, détrompez-vous. Certains des moments les plus décisifs se sont joués dans des salles obscures, loin des champs de bataille. Le meurtre politique n'était pas qu'une affaire personnelle, c'était une stratégie. Le Saint-Empire romain, avec sa mosaïque de territoires semi-indépendants, offrait un terrain idéal aux rivalités. Princes, évêques et nobles ambitieux cherchaient tous l'influence, et parfois, le chemin le plus rapide vers le pouvoir ne passait pas par la guerre ou la salle du trône, mais par le poison ou la violence soudaine. À l'époque de Frédéric II, par exemple, les alliances changeaient comme le vent, et une simple insulte ou une promesse trahie pouvait déclencher une conspiration. Les enjeux étaient vitaux, la vie ou la mort, avec la trahison comme compagne constante. Même l'acte de comploter était chargé de calculs et de drames. Un assassinat raté pouvait déclencher une guerre, mais un coup réussi pouvait propulser un petit noble ou renverser un roi en une nuit. Les cours bruissèrent de rumeurs, des lettres circulaient avec des messages codés, et même des religieux facilitèrent parfois des complots si cela servait leurs intérêts. Les évêques, comme nous l'avons déjà vu, n'étaient pas épargnés. Certains utilisaient leur autorité spirituelle pour protéger des conspirateurs ou manipuler les résultats au profit de leur propre lignée. Les croisements entre l'Église et l'État n'étaient pas seulement politiques, ils étaient parfois mortels. Le poison était l'une des armes les plus redoutées. Contrairement aux épées s'entrechoquant sur un champ de bataille, le poison était invisible, silencieux et terriblement efficace. Une coupe de vin, un repas partagé, même un pain de cérémonie pouvaient devenir des instruments de pouvoir. La confiance était fragile. Les rois devaient se méfier jusque parmi leurs plus proches conseillers, et les courtisans développèrent des rituels complexes pour se protéger. Gardes et loyaux serviteurs pouvaient être soudoyés, menacés ou manipulés, si bien que survivre nécessitait à la fois de l'intelligence et une bonne dose de paranoïa. Cette culture de la peur touchait toutes les strates de la société, des nobles aux mercenaires, et influençait même la gouvernance des villes impériales qui luttaient pour leur indépendance. Les assassinats jouaient aussi un rôle dans les grandes rivalités dynastiques, comme celle des Hohenstaufen et des Welf. Des familles entières pouvaient s'élever ou s'effondrer à cause d'un seul coup de poignard, redessinant le paysage politique pour des décennies. Et ces épisodes violents n'étaient jamais isolés. Ils s'entremêlaient avec d'autres luttes de pouvoir, les choix des électeurs, les manipulations des évêques, les révoltes paysannes ou encore les conflits commerciaux au sein de la Ligue hanséatique naissante. La toile d'intrigue s'étendait à travers tout l'Empire, reliant des événements en apparence éloignés dans une même tension permanente. Malgré ces dangers, les souverains continuaient à négocier et à forger des alliances. L'équilibre entre confiance et méfiance définissait les relations, et beaucoup d'empereurs apprirent à naviguer ces eaux troubles grâce à des cadeaux, des alliances ou des concessions. Mais la menace constante de la trahison signifiait que chaque couronnement, chaque traité, chaque réunion de conseil pouvait soudainement tourner au drame. Dans un monde où une dague dans l'ombre pouvait anéantir des mois de planification, la stratégie devait toujours tenir compte de l'imprévisible. Au final, les assassinats et les intrigues n'étaient pas seulement des outils de chaos, c'était un véritable langage du pouvoir. Ils redessinaient les frontières, décidèrent des héritiers et modifiaient le cours du Saint-Empire romain d'une manière qu'aucune armée ne pouvait égaler. Les échos de ces trahisons se retrouvent dans les conflits ultérieurs, les violences de mercenaires et même dans les stratégies politiques des Habsbourg, qui maîtrisèrent l'art de la manipulation autant que celui de la conquête. Alors, quand vous imaginez l'Allemagne médiévale,
Ne pensez pas seulement à des châteaux imposants ou à des chevaliers en armure. Imaginez aussi des chambres secrètes, des coupes empoisonnées et des complots silencieux où un faux pas pouvait coûter une vie ou une couronne. L'Empire était autant une scène pour les intrigues de l'ombre que pour les grandes batailles, et ceux qui survivaient à ce jeu de dupes marquaient souvent l'histoire plus profondément que n'importe quelle armée victorieuse. Mercenaires et banditisme, des soldats alloués qui terrorisent les villes. Quand on pense à l'Allemagne médiévale, on imagine peut-être des chevaliers en armure brillante défendant de nobles châteaux, mais la réalité était bien plus sombre. Imaginez vous réveiller au son des sabots et des cris dehors, pour découvrir que ceux qui menacent votre village ne sont ni des armées ennemies, ni des rois rivaux, mais des mercenaires, des soldats alloués, engagés par quiconque pouvait les payer. Et si personne ne payait, vous pouviez quand même devenir leur cible. Ce n'étaient pas des récits venus de terres lointaines. C'était la vie quotidienne dans le Saint-Empire romain germanique, où la violence était aussi courante que les impôts, et où la loi dépendait souvent de celui qui était le plus fort, ou le plus riche. Les mercenaires, appelés plus tard Landsknecht, ne suivaient pas les mêmes loyautés que les chevaliers liés à un seigneur. Au XIIe et XIIIe siècle, de petites armées parcouraient l'Empire à la recherche de soldes, de butin ou d'influence politique. Princes et évêques engageaient souvent ces soldats professionnels pour faire valoir leurs droits, soumettre des villes rebelles ou intimider des rivaux. Mais le problème était simple. L'argent commandait et les mercenaires obéissaient à celui qui en avait. Cela signifiait parfois que des villes fidèles à un prince pouvaient soudain être pillées par ses propres troupes si les fonds venaient à manquer, ou si un rival offrait un meilleur prix. La loyauté n'était pas une vertu, c'était un contrat. Et puis il y avait les bandits. Pas des héros à la Robin des Bois, mais des bandes organisées d'hommes armés qui prospéraient dans le chaos d'un empire fragmenté. Ils comprenaient souvent d'anciens mercenaires qui n'avaient plus personne pour les payer. Forêts, vallées fluviales et routes commerciales isolées devenaient périlleuses. Les marchands voyageant entre les villes impériales risquaient de perdre leurs marchandises, leur argent, voire leur vie. Les mêmes routes qui transportaient le sel, le vin ou le tissu pouvaient aussi amener la mort. Pas étonnant que les centres urbains aient commencé à ériger des murailles et des tours de guet, non seulement pour se défendre contre des armées étrangères, mais aussi contre les soldats même censés les protéger. Cette absence de loi n'était pas isolée, elle était directement liée aux luttes de pouvoir que nous avons déjà vues. La rivalité entre Hohenstaufen et Welfs, les évêques imposant leur autorité et les princes cherchant à renforcer leur pouvoir créaient un environnement où les mercenaires étaient indispensables. Mais chaque armée comportait un risque, et plus on engageait de troupes, plus l'issue devenait imprévisible. Parfois, les mercenaires changèrent de camp en pleine bataille, ou exigeaient une solde plus élevée en plein milieu d'une campagne, plongeant leurs employeurs dans le chaos. Ce sont souvent les simples villageois qui payaient le prix. Granges brûlées, récoltes pillées, maisons détruites. Curieusement, ces armées de mercenaires ont joué un rôle dans la politique et l'économie allemande. Les villes commencèrent à organiser des milices, les fortifications devinrent plus solides et les guildes marchandes réunissèrent parfois leurs ressources pour payer ou repousser les soldats errants. Les cités capables de se défendre prospérèrent souvent, ce qui mène à l'essor des villes impériales dont nous parlerons plus tard. Les riches cités devaient se trouver un équilibre fragile, payer pour leur sécurité tout en gardant leur indépendance vis-à-vis des princes et des évêques. C'était une négociation permanente et l'échec pouvait signifier la ruine. La peur des mercenaires et des bandits influença aussi les structures sociales. Les paysans devinrent plus dépendants de leurs seigneurs pour leur protection, renforçant les hiérarchies féodales, tandis que certains dirigeants ambitieux exploitaient ces forces mercenaires pour écraser les révoltes. D'une certaine manière, ces soldats étaient à la fois un outil et une menace, un symbole vivant de l'instabilité de l'Empire. Même la peste noire, plus tard, trouva une Allemagne déjà affaiblie, rendant les communautés vulnérables à la fois à la maladie et à la prédation humaine. À la fin du Moyen Âge, l'héritage des mercenaires et du banditisme était clair. Ils avaient transformé les villes, influencé les alliances politiques et forcé dirigeants, comme simples citoyens, à repenser loyauté, sécurité et survie. Les châteaux et les murailles des cités n'étaient pas seulement des symboles de richesse, c'étaient des boucliers contre une violence imprévisible. Et même si des armées mieux organisées et le droit impérial apportèrent plus tard une certaine stabilité, pendant des siècles, l'ombre des mercenaires et des maraudeurs
définissait ce que signifiait vivre dans l'Allemagne médiévale. L'histoire de ces soldats à louer rappelle que le pouvoir ne dépendait pas seulement des rois ou des empereurs, mais de celui qui pouvait acheter la loyauté, inspirer la peur et rassembler l'or, souvent tout en même temps. Et dans un monde où les alliances se transformaient aussi vite que l'on échangeait une pièce, la survie n'était jamais garantie, et la frontière entre protecteurs et prédateurs était des plus fines. Ville d'empire, richesse, indépendance et lutte permanente. Quand on évoque l'Allemagne médiévale, on pense aux châteaux étendus, aux empereurs puissants et aux princes en guerre. Pourtant, entre ces luttes de pouvoir se trouvaient les villes d'empire, des centres dynamiques nourris par le commerce, la diplomatie et une solide volonté d'indépendance. Contrairement à la plupart des villes soumises à un noble ou à un évêque, ces cités dépendaient directement de l'empereur. Sur le papier, c'était prestigieux. En pratique, cela signifiait avancer en équilibre entre autonomie et pression politique constante. Des villes comme Nuremberg, Francfort et Cologne n'étaient pas que des centres de population, c'étaient des moteurs économiques. Les marchands acheminaient des marchandises, des étoffes aux épices, les artisans produisaient un artisanat de qualité, et les marchés vibraient d'une activité qui dépassait largement leurs remparts. Leur richesse leur permettait de financer leur défense, de négocier des traités et de préserver un niveau d'indépendance dont beaucoup d'autres villes ne pouvaient ni que rêver. D'une certaine façon, elles étaient les battements de cœur économiques de l'Empire, alimentant à la fois le commerce et les ambitions de princes voisins avides d'en capter une part. Certaines mirent en place des réseaux d'échange qui rivalisaient avec, ou complétaient, la Hanse, leur donnant une influence bien au-delà des frontières allemandes. Mais la richesse attirait autant les dangers que les opportunités. Les villes d'empire devaient sans cesse négocier leur position entre l'empereur, les princes régionaux et parfois même la Ligue hanséatique. Une ville trop fidèle à un empereur faible risquait de fâcher des voisins puissants. Une ville trop affirmée risquait des représailles impériales. Chaque décision, lever un impôt urbain, maintenir une milice, devenait un geste stratégique dans un jeu de survie à haut risque. Une mauvaise alliance pouvait mener à un siège ou à des sanctions économiques. Parfois, des princes rivaux tentèrent d'encercler une ville de leur propre forteresse ou d'imposer des péages sur les routes commerciales pour l'affaiblir. Et lorsque les tensions montaient, les villes d'empire n'hésitaient pas à engager des mercenaires, brouillant encore la frontière entre indépendance civique et puissance militaire, comme on le voit ailleurs dans l'Allemagne médiévale. Leur gouvernement était fascinant. Des conseils composés de marchands et de chefs de guildes géraient trop souvent le quotidien, et les bourgmestres devaient équilibrer le pouvoir entre familles influentes et intérêts plus larges des citoyens. Cette administration civique annonçait des systèmes politiques plus modernes, mais elle entretenait aussi des tensions internes. Des factions rivales se disputèrent l'influence, les débats faisaient rage autour des monopoles commerciaux, et parfois la rue s'en mêlait. Les guildes pouvaient être pesées très lourd, contrôlant qui avait le droit de vendre tel bien ou d'exercer tel métier, ce qui leur donnait un levier sur le conseil et sur les marchands étrangers. La lutte n'était donc pas seulement externe, elle était interne aussi. Vivre dans une ville d'empire signifiait que la prospérité allait de pair avec responsabilité politique, friction sociale et négociation continue. Ces cités jouaient aussi un rôle clé dans la politique impériale. Lors des querelles de succession ou des conflits entre empereurs et princes, elles pouvaient faire pencher la balance. Elles contrôlaient des voies d'approvisionnement, frappaient monnaie et fournissaient les ressources nécessaires aux armées. À l'instar de la Hanse, leur influence collective pouvait dépasser celle de princes isolés. Une ville rebelle pouvait refuser un impôt, bloquer un axe commercial ou même refuser d'accueillir une cour impériale, modelant subtilement l'empire de l'intérieur. Des villes comme Augsbourg ou Lübeck servaient souvent de médiatrices entre nobles rivaux, preuve que la puissance économique pouvait se transformer directement en pouvoir politique. La religion ajoutait une couche de complexité. Cathédrales, monastères et évêchés étaient souvent intégrés aux villes d'empire ou tout proches, créant des zones de tension entre indépendance civique et autorité ecclésiastique. Les différents religieux pouvaient devenir des foyers d'affrontement. Des citoyens résistaient parfois aux ingérences du clergé tout en composant avec la politique de l'Église. Fêtes, processions et jours de saints n'étaient mis à pas que spirituels. Ils affirmaient aussi l'identité civique, renforçant l'autonomie et la fierté de la cité. Ajoutez la menace des chasses aux sorcières, la pression des révoltes paysannes ou les loyautés changeantes des nobles voisins, et la vie urbaine devenait un exercice d'équilibre permanent, réclamant diplomatie et sens des occasions.
Malgré ces défis, la résilience des villes d'empire force l'admiration. Elles prospérèrent non seulement grâce au commerce, mais aussi parce que leurs habitants maîtrisaient la négociation, la stratégie et l'autogouvernement. Elles prouvaient que la richesse et l'organisation civique pouvaient coexister et parfois défier le pouvoir traditionnel des princes et des empereurs. Les cités apprirent à jouer de leur indépendance, tout en gardant assez de loyauté envers la couronne pour éviter la guerre ouverte, une danse délicate qui marqua une grande partie du paysage politique allemand au Moyen Âge. Ainsi, en regardant l'Allemagne médiévale, n'oublions pas que l'histoire ne se résume pas aux châteaux et aux couronnes. Les villes d'empire nous rappellent que le pouvoir pouvait venir des rues et des marchés autant que des trônes. Leur richesse, leur indépendance et leur lutte constante dressent le portrait d'une société où commerce, politique et ambition se croisaient, donnant naissance à des pôles d'influence que les armées seules n'auraient jamais pu créer. Dans un pays dominé par les nobles, ces villes ont montré que la résilience, la stratégie et la volonté collective pouvaient transformer des briques, des pièces et des chartes de guildes en véritable pouvoir, laissant une empreinte qui résonne encore aujourd'hui dans les villes allemandes. Les graines des Habsbourg. Mariage, manœuvres et construction d'empires. Quand on pense aux empires, on imagine souvent des armées s'affrontant sur les champs de bataille ou des rois imposant leur autorité par la force. Mais dans l'Allemagne médiévale, certaines des stratégies les plus puissantes ne se jouaient pas à l'épée. Elles se tramaient dans de grandes salles, entre velours, anneaux d'or et époux choisis avec soin. L'ascension des Habsbourg montre à quel point un mariage bien placé pouvait être redoutable, transformant des alliances en dynasties et des manœuvres discrètes en véritables constructions impériales. L'histoire commence au début du Moyen Âge, lorsque la famille des Habsbourg ne possédait que de modestes terres à la frontière suisse-autrichienne. Ils ne sont pas nés à la tête d'immenses territoires, mais ils savaient saisir les occasions. Contrairement à d'autres lignées qui comptaient surtout sur la conquête militaire, les Habsbourg ont perfectionné l'art du mariage stratégique. Une mariée ici, un marié là, chaque union négociée avec soin pour étendre l'influence, sécuriser des loyautés ou hériter de terres lointaines. Leur devise aurait pu être « Que les autres fassent la guerre, nous, marions-nous pour gagner du pouvoir », et cela a incroyablement bien fonctionné. Le mariage n'était pas qu'une affaire privée, c'était une guerre politique déguisée en fête. Grâce à des unions, les Habsbourg ont mis la main sur des duchés, des comtés et, à terme, des royaumes. Ils ont mêlé leur sang à celui d'autres familles influentes d'Europe, s'assurant que leurs descendants aient des prétentions bien au-delà de leur possession d'origine. Une alliance habile pouvait neutraliser un rival, une autre pouvait placer des régions entières sous leur contrôle indirect. Ce n'était pas la force brute, c'était la patience, la ruse et un sens du timing digne des plus fins stratèges. Mais leur stratégie ne portait pas seulement sur les titres et les terres. Chaque mariage tissait des réseaux de loyauté jusqu'au cœur des structures politiques et religieuses du Saint-Empire. Les évêques, dont le vote et la faveur comptaient souvent pour atteindre le trône, étaient influencés par des liens familiaux et des alliances orchestrées. Les électeurs, eux aussi, pouvaient être courtisés, achetés ou convaincus par l'immense toile relationnelle des Habsbourg. En s'incrustant à tous les niveaux du pouvoir, ils s'assuraient qu'aucune grande décision, du sacre aux litiges territoriaux, ne se prenne sans une ombre habsbourgeoise en arrière-plan. La manipulation dépassait la chambre nuptiale. Les Habsbourg avaient compris que l'apparence, la promesse et la persuasion douce pouvaient obtenir ce que les armées ne garantissaient pas. Traités, héritage et faveur pontificale étaient des outils qu'ils maniaient aussi bien que les armes. Quand Maximilien Ier entra en scène, le terrain d'un vaste empire habsbourgeois était déjà préparé grâce à des siècles d'alliances calculées et de revendications soigneusement entretenues. Leur maxime, que d'autres fassent la guerre, toi, marie-toi avec sagesse, en devint presque prophétique. Cette méthode se liait directement à la politique complexe de l'Empire. Vous vous souvenez des électeurs dont nous avons parlé? Leur soutien était crucial pour tout couronnement. Le vaste réseau familial des Habsbourg à travers les principautés allemandes facilitait l'obtention de ces voix, la consolidation du pouvoir et l'affirmation de la légitimité. Les évêques, eux aussi, pouvaient s'être influencés par des alliances matrimoniales, du patronage ou des faveurs bien placées, brouillant un peu plus les frontières entre pouvoir ecclésiastique et laïque. En somme, les Habsbourg transformèrent les relations en une immense toile d'influence reliant politique, religion et contrôle des territoires.
Leurs méthodes touchèrent aussi la société au sens large. En contrôlant des terres de manière indirecte grâce au mariage, ils pouvaient peser sur les économies locales, les routes commerciales et même la gestion des villes, sans recourir sans cesse à la force. Les cités de la Ligue hanséatique, les compagnies de mercenaires et même les communautés paysannes évoluaient dans un paysage modelé par ces mouvements calmes et calculés. Même en temps de révolte ou d'épidémie, les liens familiaux des Habsbourg leur permettaient souvent de préserver la stabilité et de gérer les crises plus efficacement que ceux qui n'avaient l'un des compté que sur les armes. À bien des égards, leur ascension annonçait l'art de gouverner moderne, où diplomatie, mariage et manœuvre pouvaient peser autant qu'une victoire militaire. Les graines semées au cours de ces premiers siècles ont donné une dynastie qui a dominé la politique européenne pendant des siècles. Les Habsbourg n'ont pas simplement hérité du pouvoir, ils l'ont construit, génération après génération. Leur histoire rappelle que les empires ne naissent pas toujours dans le feu et le sang. Parfois, ils se cultivent avec patience, stratégie et une fine compréhension des ambitions humaines. En transformant le mariage en outil d'empire, les Habsbourg ont laissé une empreinte qui a façonné non seulement l'Allemagne médiévale, mais tout le cours de l'histoire européenne. Du plus humble duché jusqu'au trône impérial, on voyait leurs empreintes partout, témoignage tranquille mais irrésistible de la stratégie, de la patience et de l'ambition. L'héritage de l'Allemagne médiévale. Mythe, mémoire et polémique moderne. Quand on pense à l'Allemagne médiévale, on voit des chevaliers en armure étincelante, des châteaux de pierre sur des collines et de vastes forêts sombres. Mais ce n'est qu'un morceau du tableau. Le vrai héritage de cette période est plus brouillon, plus complexe et bien plus fascinant que n'importe quelle image romantique. Cette époque a profondément marqué l'histoire européenne, façonnant la politique, la religion, les villes et même la manière dont on perçoit aujourd'hui l'Allemagne. De la naissance du Saint-Empire à l'ombre de Charlemagne aux guerres dynastiques, comme la fameuse rivalité Hohenstaufen-Welf, des luttes de pouvoir aux épidémies, tout résonne encore des siècles plus tard. L'un des grands malentendus, c'est d'imaginer une Allemagne centralisée et unifiée. En vérité, c'était un patchwork de principautés semi-indépendantes, d'évêchés et de villes d'empire. Oui, il y avait des rois, mais leur autorité était sans cesse discutée. Princes, ducs et même évêques pouvaient, et le faisaient souvent, repousser le pouvoir impérial. La structure même du Saint-Empire imposait compromis, négociations et parfois rébellions ouvertes, simplement pour survivre. Cette réalité décentralisée rejoint directement d'autres histoires déjà vues, les affrontements entre évêques et princes laïcs, la menace constante des armées de mercenaires ou les manœuvres politiques d'Otto III et de Frédéric Barberousse. L'autorité n'y fut jamais absolue, le défi permanent fut d'équilibrer ambition et pragmatisme. La mémoire joue un rôle énorme. Des récits romantiques, rédigés bien plus tard, ont transformé les chevaliers en héros, les châteaux en forteresses idylliques et les querelles en légendes. La réalité était plus rude. Les châteaux n'étaient pas que défensifs, c'étaient des symboles de contrôle et d'oppression, et les rivalités dynastiques signifiaient souvent misère pour les gens ordinaires. La rivalité Hohenstaufen-Welf, par exemple, n'était pas qu'un beau récit. Elle entraîna destruction, loyauté forcée et instabilité. Même l'essor de la Ligue hanséatique ne fut pas qu'une histoire d'économie. C'était une réponse directe à des siècles d'autorité fragmentée, de violence et d'insécurité. Les villes riches durent se protéger, négocier des privilèges et naviguer entre les pouvoirs mouvants des princes et des évêques. Les polémiques modernes ajoutent une couche de plus. Des lectures nationalistes au XIXe et XXe siècle ont souvent peint l'Allemagne médiévale comme un symbole de force, d'unité ou de destin, en minimisant la fragmentation, les conflits et l'oppression si caractéristiques de l'époque. À l'inverse, d'autres historiens ont mis en avant le versant sombre, révolte paysanne, chasse aux sorcières, violence de mercenaires, manipulation politique, pour montrer une société aux prises avec inégalité, peur et ambition. Aujourd'hui encore, on débat pour savoir si les projets de centralisation d'Otto III ou de Frédéric Barberousse étaient visionnaires ou des excès autoritaires. Ces discussions révèlent non seulement la complexité de la politique médiévale, mais aussi notre tendance à remodeler le passé selon les besoins du présent. La mémoire culturelle façonne aussi le regard. Littérature, cinéma et reconstitution célèbrent exploits héroïques, architecture grandiose et batailles épiques, tandis que les réalités plus brouillonnes, intrigues, assassinats, disputes territoriales, sont souvent reléguées.
Pourtant, ce sont elles qui expliquent l'évolution de l'Empire. La vie des gens ordinaires se jouait entre des pouvoirs concurrents, tout comme lors des révoltes paysannes ou des vagues de peste. Peur, superstition et autorité religieuse n'étaient pas que spirituelles, c'étaient des outils politiques, preuve que le pouvoir ne relevait pas seulement des épées ou des couronnes, mais aussi du contrôle des croyances, des loyautés et des perceptions. L'héritage touche aussi la gouvernance et la société. L'Allemagne médiévale a vu naître des formes précoces d'autonomie civique, des privilèges juridiques pour les villes et une négociation permanente entre Église et État. Les villes d'empire, malgré la pression des princes et des évêques, ont taillé des espaces d'indépendance relative. L'équilibre entre autorité, négociation et résistance locale a créé une culture politique dynamique qui a marqué l'Europe germanophone pendant des siècles. Même les fameuses armées de mercenaires, tout en étant brutales, ont involontairement poussé à l'organisation urbaine, aux fortifications et à des défenses coopératives, comme quoi le chaos peut inspirer l'innovation. Au bout du compte, l'histoire de l'Allemagne médiévale ne parle pas seulement de rois ou de batailles, elle parle d'ambition humaine, de résilience et de la lutte constante pour définir l'autorité. Mythes, mémoires et polémiques s'entrecroisent pour former un héritage à la fois captivant et instructif. Les échos des guerres dynastiques, des luttes religieuses, des révoltes paysannes et des libertés urbaines se voient encore aujourd'hui dans la culture, la politique et nos débats historiques. Cette Allemagne médiévale nous rappelle que l'histoire n'est pas figée. Elle est vivante, discutée et façonnée par la manière dont nous choisissons de nous en souvenir. Châteaux, chapes d'évêques et couronnes impériales racontent l'effort d'une société qui tente, échoue, s'adapte et laisse un héritage qui continue d'intriguer, de bousculer et d'inspirer des siècles plus tard. Merci d'avoir parcouru calmement avec moi cette Allemagne médiévale. Des châteaux et princes aux secrets cachés et à la vie de tous les jours, on a tout exploré à un rythme apaisé. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour d'autres histoires du même genre, laissez un commentaire avec votre moment préféré et mettez un j'aime. Visons ensemble les 1000 mentions comme petit cap. Maintenant, laissez votre esprit se détendre, laissez les récits se déposer et glissez paisiblement vers le sommeil. On se retrouve dans la prochaine vidéo.